y a quelque chose que vous faites probablement chaque jour, quelque chose d'absolument banal, quelque chose qui vous semble même vertueux. Et cette chose-là est en train de vous détruire silencieusement. Pas de manière spectaculaire, pas avec des éclats, pas avec des larmes visibles, mais de manière profonde, souterraine, comme une fissure dans les fondations d'une maison qui semble encore solide de l'extérieur. Et la pire partie de tout ça, c'est que vous ne le savez pas encore. Vous ne savez pas que chaque fois que vous ouvrez la bouche pour dire certaines choses sur vous-même, vous êtes en train de signer votre propre sentence. Vous êtes en train de fermer des portes que vous croyez encore ouvertes. Vous êtes en train de donner aux autres un pouvoir sur vous qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Je suis Christophe André, psychiatre, psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'écoute les gens, j'écoute leurs peurs, leurs regrets, leurs espoirs brisés. Et dans ces 30 ans, j'ai remarqué quelque chose de troublant, quelque chose qui revient encore et encore dans les cabinets de thérapie, dans les groupes de pleine conscience, dans les conversations que j'ai avec des femmes extraordinaires qui ne réalisent pas à quel point elles sont extraordinaires. Ces femmes, et peut-être vous êtes l'une d'elles, partagent certaines informations sur elles-mêmes avec les mauvaises personnes au mauvais moment de la mauvaise façon. Et ce faisant, elles perdent quelque chose d'irremplaçable. Elles perdent leur pouvoir, elles perdent leur mystère, elles perdent leur désirabilité. Et dans certains cas, elles perdent des relations qui auraient pu être sauvées. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette chose sur vous que vous ne devez jamais dire à personne, jamais. Et je dis jamais avec toute la rigueur scientifique et clinique que 30 ans de pratique m'ont enseigné, pas parce que vous devez mentir, pas parce que vous devez vous cacher, mais parce que certaines informations, une fois partagées, changent la dynamique d'une relation de manière irréversible, et vous méritez mieux que ça. Vous méritez une relation où vous êtes désiré, respecté, admiré, pas une relation où vous êtes analysé, chougé ou pire encore, plainte. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé dans mon cabinet il y a quelques années. Une femme, appelons-la Marie, 52 ans, belle, intelligente, avec une carrière solide et un sens de l'humour qui pouvait illuminer une pièce entière. Elle était venue me voir parce que son mari venait de la quitter après 23 ans de mariage. Et en l'écoutant, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas la distance qui avait tué leur mariage. Ce n'étaient pas les disputes ni les différences de caractère, c'était les mots, c'était ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait partagé, ce qu'elle avait révélé dans des moments de vulnérabilité mal placés. Elle avait donné à son mari des armes qu'il avait utilisées contre elle, consciemment ou non. Et maintenant, à 52 ans, elle se retrouvait seule, se demandant si elle serait un jour à nouveau aimée, à nouveau désirée, à nouveau choisie. Et la réponse à cette question, je vais vous la donner aujourd'hui. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que vous avez peut-être fait, ce que vous faites peut-être encore et pourquoi cela vous coûte si cher. Imaginez une scène ordinaire. Vous êtes avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui vous plaît ou même avec une amie proche. Vous êtes bien, vous vous sentez en confiance, l'atmosphère est détendue. Et dans ce moment de confort, vous vous mettez à parler. Vous parlez de vous, de vos doutes, de vos peurs, de vos failles. Vous pensez que c'est de l'intimité. Vous pensez que partager vos vulnérabilités vous rapproche des autres et dans certains contextes, vous avez absolument raison. La vulnérabilité bien placée est une force. Brené Brown, la chercheuse américaine que j'admire profondément, a montré que la vulnérabilité est au cœur de la connexion humaine. Mais voilà le problème, et c'est là où la plupart des femmes font une erreur fatale. La vulnérabilité mal placée, partagée avec la mauvaise personne ou au mauvais moment, ne crée pas de la connexion. Elle crée du déséquilibre, elle crée de la pitié là où vous vouliez de l'amour, elle crée du contrôle là où vous vouliez de la complicité. Et si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre exactement quelles sont ces 7 choses, pourquoi elles sont si dangereuses et surtout ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, pour regagner ce pouvoir que vous avez peut-être cédé sans le savoir. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important avant de continuer. Si vous ne prenez pas conscience de ces 7 erreurs, si vous continuez à partager ces informations avec les mauvaises personnes, il y a un risque réel documenté que j'ai observé des centaines de fois dans mon cabinet que votre ex-mari ou votre partenaire actuel trouve ce qu'il ne trouve plus avec vous ailleurs. Avec une femme qui, elle, a compris ses règles. Avec une femme qui maintient son mystère, sa dignité, son pouvoir d'attraction. Et pendant que vous vous épancherez sur vos failles, pendant que vous vous expliquerez, pendant que vous vous justifierez, cette autre femme sera simplement, magnifiquement, irrésistiblement elle-même. Et lui, il sera fasciné.
parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Et je suis désolé d'être aussi direct, mais vous méritez la vérité plus que vous ne méritez le confort d'un mensonge bienveillant. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose et je veux que vous l'entendiez vraiment. Vous êtes extraordinaire. Pas de manière abstraite, pas de manière vague, mais de manière concrète et mesurable. Les femmes de 45 à 60 ans sont, selon toutes les études que je connais en psychologie positive, les individus les plus résilients, les plus empathiques, les plus intelligents émotionnellement de notre espèce. Vous avez traversé des choses que peu d'hommes pourraient supporter. Vous avez élevé des enfants, géré des carrières, survécu à des ruptures, à des deuils, à des transformations physiques et émotionnelles que les hommes ne connaissent tout simplement pas. Et malgré tout ça, vous êtes encore là, vous cherchez encore à vous améliorer, vous regardez encore cette vidéo, ça c'est du courage, ça c'est de la force. Et cette force mérite d'être protégée, pas exposée à n'importe qui. Alors si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement, je vous invite à le faire maintenant. Pas parce que j'ai besoin de votre abonnement, mais parce que ce que nous allons explorer ensemble dans cette chaîne est exactement le genre de conversation que vous méritez d'avoir. Des conversations honnêtes, fondées sur la science, sur la psychologie, sur l'expérience clinique réelle, pas sur des platitudes ou des slogans vides. Abonnez-vous, activez la cloche parce que la prochaine vidéo sera encore plus importante que celle-ci. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Revenons maintenant à nos 7 choses. Et je vais commencer par la plus surprenante, celle que personne ne vous a jamais expliquée de cette façon. Celle qui va peut-être vous mettre mal à l'aise au début, mais qui va tout changer une fois que vous l'aurez intégrée. La première chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est le détail précis de vos anciennes blessures émotionnelles. Attendez, je vous entends déjà dire « Mais Christophe, tu nous as dit que la vulnérabilité est une force. Oui, elle l'est, mais il y a une différence fondamentale entre partager votre humanité et exposer vos plaies. Quand vous dites à quelqu'un « J'ai eu une enfance difficile », vous partagez votre humanité. Quand vous passez 2 heures à lui décrire chaque traumatisme, chaque humiliation, chaque moment où vous vous êtes senti rejeté, vous exposez vos plaies. Et les plaies exposées n'inspirent pas l'amour. Elles inspirent la pitié. Et la pitié, mes amis, est l'ennemi numéro 1 du désir. J'ai eu un patient, un homme d'une 50aine d'années, qui m'a confié quelque chose que beaucoup d'hommes pensent mais que peu disent. Il m'a dit « Christophe, quand une femme me parle de ses souffrances passées dès les premières semaines, je commence à me demander si je suis en train de tomber amoureux d'elle ou si je suis en train de devenir son thérapeute. » Et cette distinction est cruciale parce que les hommes qui vous aiment, les hommes qui vous désirent vraiment veulent être vos amants, vos complices, vos partenaires, pas vos thérapeutes. Et quand vous leur donnez le rôle du thérapeute dès le début, vous tuez quelque chose d'essentiel dans la dynamique. Vous transformez l'attraction en obligation, vous transformez le désir en devoir. Cela ne signifie pas que vous devez cacher qui vous êtes. Cela signifie que vous devez choisir avec sagesse ce que vous partagez, quand vous le partagez et avec qui. Une relation profonde et vraie peut absolument contenir vos blessures, mais elle doit d'abord être construite sur une fondation solide d'attraction, de respect, de complicité. Et cette fondation prend du temps. Elle ne se construit pas en déversant votre histoire de vie lors d'un premier dîner. La science nous dit quelque chose d'intéressant ici. Des études en psychologie sociale montrent que la divulgation progressive de soi, ce que les chercheurs appellent le self-disclosure graduel, est l'un des mécanismes les plus puissants pour créer une intimité durable. Graduel, pas immédiat, pas total, graduel, vous partagez un peu, l'autre partage un peu plus, c'est une danse. Et comme dans toute danse, si vous faites tous les pas d'un coup au début, vous vous retrouvez seul sur la piste. Alors voici votre premier outil pratique. La prochaine fois que vous sentez l'envie de partager une blessure profonde avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous reconstruisez quelque chose, posez-vous cette question simple. Est-ce que je partage ça parce que ça va nous rapprocher ou est-ce que je partage ça parce que j'ai besoin de me libérer de quelque chose ? Si c'est la deuxième option, appelez une amie de confiance, consultez un thérapeute, écrivez dans un journal. Mais ne transformez pas votre relation amoureuse en séance de thérapie gratuité. Vous méritez mieux que ça. Et lui aussi d'ailleurs, maintenant pensez à quelqu'un que vous connaissez, une femme qui semble magnétique, qui attire les regards, qui maintient l'attention des hommes sans effort apparent. Qu'est-ce qui la différencie des autres? Je vous donne un indice, ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas son âge, ce n'est pas sa taille ou la couleur de ses cheveux, c'est son mystère.
C'est le fait qu'on ne sait jamais tout à fait ce qu'elle pense. C'est cette légère imprévisibilité qui donne envie de continuer à la découvrir. Et ce mystère, vous pouvez le cultiver. Pas en mentant, pas en jouant un rôle, mais en comprenant que vous n'êtes pas obligé de tout dire pour être aimé. En fait, vous êtes souvent plus aimé quand vous ne dites pas tout. La deuxième chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est le montant exact de vos finances, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je sais, ça peut sembler surprenant venant d'un psychiatre. On pourrait penser que l'argent est un sujet pragmatique sans charge émotionnelle, mais vous seriez étonné de voir à quel point les révélations financières changent la dynamique d'une relation. Et je ne parle pas seulement des relations amoureuses, je parle de toutes vos relations. Voici ce que j'ai observé. Quand une femme révèle qu'elle gagne beaucoup d'argent, certains hommes se sentent immédiatement menacés dans leur masculinité, consciemment ou non. Et d'autres, au contraire, commencent à vous voir comme une opportunité plutôt que comme une personne. Dans les deux cas, vous perdez. Quand une femme révèle qu'elle a des difficultés financières, elle peut déclencher de la pitié, de la condescendance ou parfois même du désintérêt. Parce que, et c'est une réalité que nous devons accepter même si elle nous dérange, l'attraction est souvent liée à une perception de compétence et de stabilité. Et les difficultés financières, même temporaires, peuvent altérer cette perception. Cela ne veut pas dire que vous devez mentir sur votre situation financière. Dans une relation sérieuse et engagée, la transparence financière est nécessaire et saine. Mais il y a une différence entre la transparence dans le contexte d'un engagement mutuel et l'exposition précoce de vos chiffres à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé sa digne de confiance. Gardez vos finances pour vous jusqu'à ce que la relation soit suffisamment solide pour supporter cette information sans en être déformée. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Michigan a montré que les couples qui discutent de l'argent dans les premières semaines d'une relation ont statistiquement plus de conflits à long terme que ceux qui laissent cette conversation pour plus tard. Pas parce que l'argent est tabou, mais parce que cette conversation, trop tôt, crée des attentes, des jugements et des dynamiques de pouvoir qui sont difficiles à défaire. Alors votre deuxième outil pratique. Si quelqu'un vous pose des questions sur vos finances de manière directe et précoce, vous avez parfaitement le droit de sourire et de dire « je préfère garder ça pour moi pour l'instant ». Et si cette réponse le dérange, si cette réponse le fait partir, alors il vous a rendu un immense service. Parce qu'un homme qui respecte vos limites dès le début est un homme qui vous respectera dans la durée. Et un homme qui ne peut pas accepter que vous ayez des limites n'est pas un homme qui mérite votre histoire. Permettez-moi de vous poser une question maintenant. Et je veux que vous y répondiez honnêtement, même si la réponse vous fait un peu mal. Combien de fois avez-vous partagé quelque chose d'intime, quelque chose de profondément personnel et vous avez regretté de l'avoir fait ? Combien de fois avez-vous vu cette information utilisée contre vous ou pire, vous avez vu le regard de l'autre changer après que vous ayez partagé quelque chose que vous pensiez rapprocher ? Si vous êtes honnête avec vous-même, je pense que vous savez de quoi je parle. Et cette expérience, cette douleur de la confiance mal placée, c'est exactement ce que nous allons apprendre à éviter ensemble aujourd'hui. La troisième chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos comparaisons avec d'autres femmes, surtout quand ces comparaisons vous défavorisent. Je vois tellement de femmes faire ça, et à chaque fois mon cœur se serre un peu. Vous savez comment ça se passe ? Vous êtes avec lui et vous dites quelque chose comme « je sais que je ne suis pas aussi mince qu'avant » ou « je sais que je ne suis plus aussi jeune que les femmes que tu regardes sur les réseaux sociaux » ou « je sais que tu as déjà été avec des femmes plus belles que moi » et vous pensez que vous êtes en train d'être honnête, humble, réaliste. Mais ce que vous faites, en réalité, c'est beaucoup plus grave. Vous êtes en train de lui dire exactement comment vous voir. Vous êtes en train de lui donner un cadre de référence qu'il n'avait peut-être pas. Vous êtes en train de planter dans son esprit une graine de doute qui n'existait pas avant. La psychologie cognitive nous enseigne quelque chose de fascinant à ce sujet. Notre perception des autres est largement influencée par ce que ces personnes nous disent d'elles-mêmes. Si vous vous présentez comme inférieur, le cerveau de l'autre va chercher des preuves pour confirmer cette perception. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et une fois que ce processus est enclenché, il est très difficile de l'arrêter. Vous avez essentiellement programmé l'autre à vous voir comme vous vous voyez dans vos pires moments. Et voici ce que je veux que vous compreniez et je veux que vous l'entendiez avec toute la force de mes 30 ans d'expérience clinique. Vous n'êtes pas en compétition. Pas avec les autres femmes, pas avec les ex de votre partenaire, pas avec les images retouchées sur Instagram. Vous êtes une femme unique, avec une histoire unique, une intelligence unique, une façon d'aimer unique. Et cette unicité est votre plus grand atout. Mais si vous passez votre temps à vous comparer et à partager ces comparaisons, vous effacez cette unicité. Vous vous fondez dans une masse de femmes interchangeables alors que vous êtes par définition incomparable, votre troisième outil pratique.
La prochaine fois que vous sentez l'envie de vous comparer défavorablement à une autre femme, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: qu'est-ce que cette comparaison me dit sur moi? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que je cherche à obtenir en disant ça? Parce que derrière chaque comparaison, il y a une peur. Et cette peur mérite d'être adressée, pas exprimée de manière à vous affaiblir davantage. Parlez de cette peur à votre thérapeute, à votre ami de confiance, à vous-même dans votre journal, mais pas à lui. Pas comme ça. Et maintenant, voici quelque chose que je veux que vous gardiez en tête pour la suite de cette conversation. Tout ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas une invitation à vous taire, à vous effacer, à jouer un rôle. C'est exactement le contraire. C'est une invitation à être tellement pleinement vous-même, tellement ancré dans votre valeur que vous n'avez plus besoin de chercher la validation extérieure en exposant vos vulnérabilités. C'est une invitation à la dignité. Et la dignité, mes amis, c'est le parfum le plus attractif qui soit. Nous sommes à peu près à 20 minutes de cette conversation et j'espère que vous commencez à sentir quelque chose. Peut-être une légère résistance, peut-être une reconnaissance, peut-être un mélange des deux. C'est normal. Que nous explorons ici touche à des habitudes profondes, à des croyances que vous avez peut-être depuis des décennies. Et les habitudes profondes ne changent pas sans un peu d'inconfort. Mais cet inconfort est le signe que quelque chose d'important est en train de se passer. Alors, restez avec moi. La quatrième chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos doutes sur votre propre valeur. Et je sais que ça va en surprendre certaines parce que nous vivons dans une culture qui valorise l'authenticité, qui valorise le fait de dire ce qu'on ressent, qui valorise la transparence émotionnelle. Et je suis d'accord avec tout ça dans le bon contexte. Mais il y a une différence entre être authentique et vous auto-saboter en vocalisant vos doutes les plus profonds à des personnes qui n'ont pas encore prouvé qu'elles méritaient cette confiance. Quand vous dites à quelqu'un « je ne suis pas sûr de mériter d'être aimé » ou « je me demande parfois pourquoi tu restes avec moi » ou « je pense que je ne suis pas assez bien pour toi », vous faites quelque chose de très dangereux. Vous lui donnez le pouvoir de confirmer ou d'infirmer votre valeur. Et ce pouvoir ne devrait jamais appartenir à quelqu'un d'autre qu'à vous. Parce que votre valeur n'est pas une question à laquelle quelqu'un d'autre peut répondre. Votre valeur est un fait. Elle a toujours été là et elle ne dépend pas de l'opinion d'un homme, d'une amie, d'une famille ou de qui que ce soit d'autre. En psychologie, nous appelons ça l'estime de soi contingente. C'est quand votre sentiment de valeur dépend de la validation externe. Et les personnes qui ont une estime de soi contingente sont, selon toutes les études, plus vulnérables aux relations toxiques, plus susceptibles de rester dans des relations qui ne les servent pas et plus difficiles à satisfaire pour leur partenaire parce qu'aucune quantité de validation externe ne peut remplir un vide interne. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous pouvez verser de l'eau indéfiniment, il ne se remplira jamais. Alors votre quatrième outil pratique, commencez à développer ce que j'appelle une estime de soi fondatrice, une estime de soi qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de votre propre connaissance de vous-même. Comment? En faisant la liste chaque jour de 3 choses que vous avez faites, pensées ou ressenties qui témoignent de votre valeur. Pas des grandes choses, des petites choses. J'ai écouté une amie avec attention aujourd'hui. J'ai pris une décision difficile avec courage. J'ai remarqué quelque chose de beau dans ma journée. Ces petites reconnaissances quotidiennes construisent une fondation d'estime de soi qui ne peut pas être ébranlée par le regard ou les mots d'un autre. Et voici la partie vraiment intéressante. Quand vous arrêtez de chercher la validation externe, quand vous arrêtez de vocaliser vos doutes sur votre valeur, quelque chose de magique se produit. Les gens autour de vous commencent à vous voir différemment. Parce que nous sommes des êtres sociaux et nous prenons nos signaux des autres. Quand vous vous présentez comme quelqu'un qui doute de sa valeur, les autres doutent de votre valeur. Quand vous vous présentez comme quelqu'un qui connaît sa valeur, les autres reconnaissent votre valeur. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vu faire tant de dégâts dans tant de vies. Et je vais être peut-être un peu provocateur, mais c'est parce que je vous respecte trop pour vous dire ce que vous voulez entendre plutôt que ce dont vous avez besoin. Imaginez votre ex-mari en ce moment. Où est-il? Que fait-il? Est-il en train de refaire sa vie? Est-il en train de rencontrer quelqu'un? Et cette femme qu'il pourrait rencontrer, cette femme qui pourrait lui offrir ce que vous n'avez peut-être pas su lui offrir ou ce qu'il n'a pas su apprécier chez vous, cette femme est peut-être en train de regarder cette vidéo en ce moment.
Peut-être qu'elle est en train d'apprendre exactement ce que vous êtes en train d'apprendre et peut-être que la différence entre vous et elle, c'est ce que vous allez faire avec ces informations. Parce que la connaissance sans action ne change rien. C'est l'action qui change tout. Et si vous ne prenez pas action, si vous continuez à faire les mêmes erreurs, à partager les mêmes choses avec les mauvaises personnes, à vous dévaluer avant même qu'on vous ait donné la chance de vous évaluer. Alors, Oui, il y a un risque réel qu'elle lui construise une vie avec quelqu'un d'autre. pas parce que vous n'êtes pas attirable, mais parce que vous ne lui avez pas montré votre vraie valeur, parce que vous avez fait le travail de le convaincre que vous n'étiez pas assez bien avant même qu'il ait eu la chance de décider par lui-même. Et pendant ce temps, vous resterez seul avec vos regrets, en vous demandant ce qui aurait pu être différent. Et la réponse à cette question, vous l'avez maintenant. Ce qui aurait pu être différent, c'est ça. C'est cette chose, c'est cette choix. C'est 7 moments où vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire. Alors continuons parce que nous n'en sommes qu'à la moitié et la suite est encore plus importante. La 5e chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos plans et vos ambitions les plus profonds avant qu'ils ne soient réalisés. Et là, je vais vous parler de psychologie de la motivation parce que c'est un domaine qui me passionne et qui a des implications pratiques directes sur votre vie. Il y a une étude remarquable menée par le psychologue Peter Gollwitzer de l'Université de New York qui a montré quelque chose de contre-intuitif et de profondément important. Quand vous partagez un objectif avec quelqu'un d'autre, votre cerveau reçoit une satisfaction sociale partielle, comme si vous aviez déjà accompli quelque chose. Et cette satisfaction partielle réduit votre motivation à passer à l'action. En d'autres termes, parler de vos rêves à voix haute avant de les avoir réalisés peut littéralement vous empêcher de les réaliser. Mais il y a une deuxième raison plus psychologique et plus relationnelle. Quand vous partagez vos ambitions les plus profondes avec quelqu'un qui n'est pas encore votre allié véritable, vous vous exposez à 2 dangers. Le premier, c'est le scepticisme. Si cette personne doute de votre capacité à réaliser ce que vous voulez faire, ce doute peut s'infiltrer dans votre propre perception de vous-même. Le deuxième danger, c'est la jalousie. Et la jalousie dans une relation intime est une force destructrice que peu de couples survivent. J'ai vu des femmes extraordinaires abandonner des projets magnifiques parce que leur partenaire, consciemment ou inconsciemment, avait sapé leur confiance. Non pas par méchanceté, mais parce qu'il ne savait pas comment gérer l'ambition de sa femme. Parce que son ambition à elle mettait en lumière ses propres peurs et ses propres limitations à lui. Et il avait trouvé dans les mots le moyen de la ramener à un niveau qui lui semblait plus confortable. Votre 5e outil pratique ? Gardez vos rêves pour vous jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment ancrés dans la réalité pour résister aux doutes des autres. Partagez vos ambitions avec des personnes qui ont déjà prouvé qu'elles vous soutiennent inconditionnellement. Et si vous n'avez pas encore ces personnes dans votre vie, c'est peut-être le premier projet sur lequel vous devriez travailler. Trouver, cultiver, chérir ces relations de soutien inconditionnel. Parce qu'une femme entourée de personnes qui croient en elle est une femme inarrêtable. Et je veux vous dire quelque chose d'important ici. Il n'y a pas d'âge pour les rêves, il n'y a pas d'âge pour les ambitions. Il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose de nouveau, pour se réinventer, pour décider que la prochaine décennie de votre vie sera la plus belle que vous ayez jamais vécue. Les études en psychologie du vieillissement montrent de manière constante que les femmes entre 45 et 65 ans sont dans une période de renaissance. Leurs enfants sont souvent partis ou plus autonomes, leur carrière est souvent à son apogée, leur connaissance d'elles-mêmes est à son maximum. C'est une période de liberté et de puissance que peu de femmes exploitent pleinement, souvent parce qu'elles ont été conditionnées à croire que le meilleur est derrière elles. Ce n'est pas vrai. Le meilleur peut être devant vous, mais seulement si vous protégez vos rêves avec la même férocité que vous protégeriez vos enfants. Maintenant, voici une question qui va peut-être vous déranger un peu. Et je vous la pose parce que je pense que vous êtes prête à l'entendre. Combien de fois avez-vous joué petit pour que quelqu'un d'autre se sente grand ? Combien de fois avez-vous minimisé votre intelligence, votre succès, votre beauté pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise ? Et est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça vous a apporté l'amour, le respect, la reconnaissance que vous cherchiez, ou est-ce que ça vous a juste appris à jouer petit ? Parce que la femme qui joue petit finit par croire qu'elle est petite. Et c'est le plus grand mensonge que vous puissiez vous raconter. La 6e chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos stratégies et vos intentions dans une relation. Et là, je vais être très direct parce que c'est un sujet qui touche directement à votre pouvoir dans les relations amoureuses. Quand vous dites à un homme « je veux qu'on se marie dans 2 ans » ou « j'ai besoin que tu sois plus présent » ou « je cherche quelqu'un pour fonder une famille », vous pensez que vous êtes honnête, et vous l'êtes.
mais vous faites quelque chose d'autre en même temps. Vous lui donnez une carte de votre territoire intérieur. Vous lui montrez exactement ce que vous voulez, exactement ce qui vous ferait rester, exactement ce qui vous ferait partir. Et cette information dans les mains d'un homme qui n'a pas les mêmes intentions que vous peut être utilisée pour vous garder là où il veut que vous soyez sans jamais vraiment vous donner ce que vous cherchez. Je ne vous dis pas de mentir sur ce que vous voulez. Je vous dis de laisser vos actions parler plutôt que vos mots. Je vous dis de choisir des partenaires dont les actions montrent qu'ils veulent la même chose que vous plutôt que de chercher à convaincre quelqu'un de vouloir ce que vous voulez. Parce qu'un homme qui veut vraiment être avec vous, un homme qui veut vraiment attirer par vous, un homme qui vous voit vraiment, n'a pas besoin que vous lui expliquiez pourquoi il devrait rester. Il sait, il sent. Et s'il ne sait pas et ne sent pas, aucune stratégie ne changera ça. Et voici quelque chose que j'ai appris dans des années de travail avec des couples. Les relations les plus solides ne sont pas celles où les deux partenaires ont négocié chaque détail de leur avenir commun dès le départ. Ce sont les relations où les deux partenaires ont découvert progressivement qu'ils voulaient la même chose parce qu'ils se sont laissé le temps de se connaître vraiment, de se désirer vraiment, de se choisir vraiment. La précipitation dans la définition d'une relation est souvent un signe d'anxiété, pas d'amour. Et l'anxiété, aussi compréhensible qu'elle soit, n'est pas une bonne conseillère en matière de relation. Votre 6e outil pratique. La prochaine fois que vous sentez l'envie de définir une relation, de poser des ultimatums, de partager votre feuille de route amoureuse, demandez-vous d'abord est-ce que j'agisse par désir ou par peur ? Si c'est par désir, si c'est parce que vous vous sentez vraiment prête et que la relation est à un stade où cette conversation est naturelle, allez-y. Mais si c'est par peur, si c'est parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, peur d'être seul, peur que le temps passe trop vite, alors attendez, adressez d'abord la peur. Parce que les décisions prises par peur conduisent rarement là où vous voulez aller. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je veux vous parler du silence. Le silence est l'un des outils les plus puissants que vous ayez à votre disposition dans une relation. Et c'est aussi l'un des outils les moins utilisés par les femmes parce que nous vivons dans une culture qui valorise la communication, l'expression, le partage, et tout ça est beau et important. Mais le silence a sa propre éloquence. Le silence peut dire « je suis à l'aise avec moi-même ». Le silence peut dire « je n'ai pas besoin de remplir chaque espace vide avec des mots ». Le silence peut dire « je suis quelqu'un de profond, de complexe, d'intéressant ». Et cette profondeur, cette complexité, cet intérêt, c'est exactement ce qui crée la fascination. Pensez aux personnes que vous trouvez les plus magnétiques. Sont-elles celles qui parlent le plus ou celles qui parlent le moins, mais qui, quand elles parlent, disent quelque chose qui compte ? Je pense que vous connaissez la réponse. Nous approchons maintenant de la 7e chose, la dernière, et peut-être la plus importante. Mais avant d'y arriver, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit au début de cette conversation, parce que je pense qu'il est important de le répéter ici, à mi-chemin. Vous êtes extraordinaire. Et je ne dis pas ça pour vous flatter. Je le dis parce que c'est vrai et parce que vous avez besoin de l'entendre et parce que trop souvent les femmes de votre génération ont grandi dans une culture qui leur a appris à minimiser, à s'excuser, à se faire petite. Une culture qui leur a dit que leur valeur était conditionnelle, qu'elle dépendait de leur apparence, de leur capacité à plaire, de leur disponibilité pour les autres. Et cette culture a menti, elle vous a menti. Votre valeur est inconditionnelle, elle est là, elle a toujours été là et elle ne disparaîtra pas avec les années. En fait, elle grandit avec chaque expérience, chaque cicatrice, chaque leçon apprise. Vous êtes plus précieuse aujourd'hui qu'à 20 ans. Et si quelqu'un dans votre vie ne vous le fait pas sentir, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il ne sait pas voir. Et maintenant, la 7e chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos limites et vos lignes rouges avant d'en avoir besoin. Et je sais que ça va en surprendre certaines, parce que dans le monde de la psychologie moderne, on parle beaucoup de l'importance de poser des limites, et c'est absolument vrai. Les limites sont essentielles à une relation saine, mais il y a une différence entre avoir des limites et les annoncer comme un programme politique dès le début d'une relation. Voici ce qui se passe quand vous annoncez vos limites trop tôt, trop précisément, trop défensivement. Vous envoyez un signal, vous dites à l'autre « j'ai été blessé avant, j'ai peur d'être blessé encore. Voici les choses qui me blessent ». Et ce signal, même s'il est honnête, même s'il est compréhensible, peut créer une dynamique défensive dans la relation avant même que la relation ait eu la chance de se développer. Vous commencez à vous protéger d'une blessure qui n'a pas encore eu lieu, et en vous protégeant, vous empêchez la connexion de se former. Les limites les plus efficaces ne sont pas celles que vous annoncez.
Ce sont celles que vous vivez, ce sont celles que vous exprimez par vos actions, par vos choix, par la façon dont vous vous traitez vous-même. Quand vous vous traitez avec respect, les autres apprennent à vous traiter avec respect. Quand vous ne tolérez pas certains comportements, non pas parce que vous l'avez annoncé, mais parce que vous vous levez et vous partez quand ces comportements se produisent, les autres apprennent ce que vous acceptez, que vous n'acceptez pas. Et cette leçon apprise à travers vos actions plutôt que vos mots est beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable. Votre 7e outil pratique. Identifiez vos 3 limites non négociables, celles qui définissent vraiment ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans une relation. Écrivez-les, mémorisez-les et puis au lieu de les annoncer, vivez-les. Soyez la femme qui vit selon ses valeurs, qui ne tolère pas ce qui est intolérable, qui part quand elle doit partir, qui reste quand elle choisit de rester. Cette femme n'a pas besoin d'expliquer ses limites. Elles sont visibles dans chaque choix qu'elle fait. Et cette clarté, cette cohérence entre les valeurs et les actions est une des choses les plus attractives qui existent. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui lie toutes ces 7 choses ensemble. Je veux vous parler de la notion de pouvoir personnel. Pas le pouvoir sur les autres, pas le pouvoir de contrôle ou de manipulation, mais le pouvoir sur soi-même. Le pouvoir de choisir ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous. Le pouvoir de décider qui mérite d'accéder aux parties les plus profondes de vous. Le pouvoir de vous présenter au monde non pas comme vous avez peur d'être perçu, mais comme vous êtes vraiment. Ce pouvoir personnel est ce que les psychologues appellent l'achantivité. Et l'achantivité est, selon toutes les recherches, l'un des prédicteurs les plus forts du bien-être psychologique, de la satisfaction dans les relations et de la résilience face aux difficultés de la vie. Les femmes qui ont un fort sentiment d'achantivité, qui sentent qu'elles ont le contrôle sur leurs propres choix et leurs propres actions, sont plus heureuses, plus saines, plus attractives et plus capables de créer et de maintenir des relations profondes et satisfaisantes. Et voici la bonne nouvelle, l'achantivité peut se développer, elle peut se cultiver, elle peut s'apprendre. Et chacun des 7 outils pratiques que je vous ai donnés aujourd'hui est une façon de renforcer votre achantivité. Chaque fois que vous choisissez consciemment ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous, vous exercez votre achantivité. Chaque fois que vous refusez de vous comparer défavorablement à une autre femme, vous exercez votre achantivité. Chaque fois que vous protégez vos rêves jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être partagés, vous exercez votre achantivité. Et avec le temps, ces choix conscients deviennent des habitudes. Et ces habitudes deviennent votre façon d'être dans le monde. Mais je veux être honnête avec vous. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous voudrez tout dire, tout partager, tout exposer. Parce que la vulnérabilité est confortable à court terme. Elle soulage la tension. Elle donne l'impression de créer de la proximité. Et parfois, elle le fait vraiment. Mais à long terme, la vulnérabilité mal placée coûte plus qu'elle ne rapporte. Et vous le savez parce que vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Alors comment trouver l'équilibre ? Comment être authentique sans être trop exposé? Comment être ouverte sans être vulnérable à l'excès? C'est la question centrale et voici ma réponse. L'authenticité véritable n'est pas dans le fait de tout dire. L'authenticité véritable est dans la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous pouvez être profondément authentique tout en choisissant avec soin ce que vous partagez et quand vous le partagez. L'authenticité n'est pas la transparence totale. L'authenticité, c'est être vrai dans ce que vous choisissez d'exprimer. Et cette distinction, simple en apparence, est révolutionnaire dans la pratique. Je veux maintenant vous raconter une autre histoire. Une histoire d'une femme que j'ai connue dans le cadre d'un groupe de pleine conscience que j'animais il y a quelques années. Appelons-la Sophie. Sophie avait 57 ans, elle venait de divorcer après 28 ans de mariage et elle était convaincue que sa vie amoureuse était terminée. Elle me disait « Christophe, qui voudrait d'une femme de mon âge, avec mes bagages, avec mon histoire ?» Et je lui ai dit « Sophie, le problème n'est pas votre âge, ni vos bagages, ni votre histoire. Le problème, c'est la façon dont vous vous présentez, parce que vous vous présentez comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et les hommes ne veulent pas sauver les femmes. Ils veulent être avec des femmes qui se sont déjà sauvées elles-mêmes. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Nous avons travaillé sur ces 7 points, sur le pouvoir personnel, sur l'achantivité, sur la façon de présenter sa valeur sans l'exposer. Et 2 ans plus tard, Sophie m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle était dans une relation avec un homme magnifique, un homme qui l'a traitée avec un respect et une tendresse qu'elle n'avait jamais connue dans son mariage. Et elle m'a dit « Christophe, ce qui a tout changé, c'est quand j'ai arrêté de lui dire ce qui n'allait pas chez moi et que j'ai commencé à lui montrer ce qui allait. » C'est ça le message central de cette conversation. Arrêtez de lui dire ce qui n'allait pas
commencez à lui montrer ce qui va. Pas en mentant, pas en jouant un rôle, mais en choisissant de présenter votre meilleur vous, votre vous le plus ancré, le plus sûr, le plus vivant. Et maintenant, je veux approfondir quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment exploré. Je veux vous parler de la façon dont cette erreur se manifeste dans les situations concrètes de la vie quotidienne. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui change les choses. Imaginez que vous êtes à un dîner avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et qui vous intéresse. La conversation coule bien, l'atmosphère est détendue et il vous pose une question sur votre mariage précédent. Qu'est-ce que vous faites? La plupart des femmes dans cette situation font une des deux choses suivantes. Soit qu'elles évitent complètement le souhait, ce qui crée une distance artificielle et peut sembler défensif. Soit elles entrent dans les détails, expliquent pourquoi le mariage a échoué, partagent leurs blessures, leur colère, leur tristesse, et les deux approches sont des erreurs. La bonne approche, celle qui maintient votre pouvoir tout en restant authentique, c'est la réponse calibrée. Une réponse qui dit quelque chose sans tout dire. Par exemple, vous pourriez dire « j'ai été marié longtemps et j'ai appris beaucoup sur moi-même à travers cette expérience ». Et puis vous souriez et vous posez une question sur lui. Vous avez partagé quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, sans exposer vos blessures, sans transformer le dîner en séance de thérapie et sans fermer la porte à une conversation plus profonde, si et quand le moment sera venu. Cette technique, la réponse calibrée, peut s'appliquer à toutes les situations où vous sentez la pression de partager plus que vous ne le devriez. Elle vous permet de rester dans la conversation, d'être présente et authentique sans perdre votre pouvoir. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé dans ma pratique clinique. Les femmes qui maîtrisent l'art de la réponse calibrée sont perçues comme plus intelligentes, plus intéressantes et plus désirables que celles qui partagent tout immédiatement. Pas parce qu'elles sont mystérieuses dans un sens manipulateur, mais parce qu'elles projettent une image de quelqu'un qui se connaît bien, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas besoin de la validation immédiate de l'autre pour se sentir bien dans sa peau. Et cette image, cette projection de sécurité intérieure est irrésistiblement attractive. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus délicat. Je veux vous parler de ce qui se passe quand vous êtes en train de reconstruire une relation avec votre ex-mari ou quand vous êtes dans une relation qui traverse une période difficile. Parce que c'est dans ces moments-là que la tentation de tout dire est la plus forte. C'est dans ces moments-là que vous voulez tout mettre sur la table, expliquer, justifier, convaincre. Et c'est dans ces moments-là que les erreurs que nous avons discutées aujourd'hui peuvent faire le plus de dégâts. Quand une relation traverse une crise, la réaction naturelle est de chercher à tout résoudre immédiatement, de tout dire, de tout exposer, dans l'espoir que la transparence totale va tout arranger. Mais la réalité psychologique est plus complexe. Dans les moments de crise relationnelle, les émotions sont à fleur de peau, les défenses sont abaissées et tout ce qui est dit est amplifié. Ce qui signifie que les mots que vous choisissez dans ces moments-là ont un poids disproportionné. Ils peuvent guérir ou ils peuvent blesser de manière durable. Alors que faire dans ces moments-là? Voici ce que je recommande à mes patients. D'abord, attendez. Attendez que l'intensité émotionnelle soit retombée avant d'avoir une conversation importante. Les études en neurosciences montrent que quand nous sommes dans un état de forte activation émotionnelle, notre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du raisonnement et du jugement, est moins actif. En d'autres termes, nous sommes littéralement moins intelligents quand nous sommes très émotionnés. Alors attendez, laissez passer l'orage. Et quand vous êtes à nouveau dans un état de calme relatif, alors seulement parlez. Deuxièmement, choisissez vos mots avec soin, pas parce que vous devez être stratégique ou calculatrice, mais parce que les mots ont du pouvoir. Les mots peuvent construire ou détruire et vous avez le choix de choisir des mots qui construisent. Troisièmement, et c'est peut-être le conseil le plus important de tous, parlez de votre expérience plutôt que de ses comportements. Dites, quand ça se passe comme ça, je me sens seul, plutôt que tu me rendes toujours seul. La première formulation invite à la connexion, la seconde invite à la défensive. Et dans une relation qui traverse une crise, vous avez besoin de connexion, pas de défensive. Voilà. Nous avons maintenant couvert les 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne et les 7 outils pratiques qui vous permettent de les éviter. Mais je veux aller plus loin. Je veux vous donner quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà des techniques et des stratégies, quelque chose qui touche à l'essence de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Je veux vous parler de la vitalité, de cette énergie de vie qui fait que certaines femmes, à 50 ans, semblent plus vivantes, plus rayonnantes, plus désirables qu'elles ne l'étaient à 30.
Et je ne parle pas de la vitalité physique, même si elle est importante, et je parle de la vitalité psychologique, de cette qualité de présence, d'engagement, d'enthousiasme pour la vie qui attire les gens comme un aimant. La vitalité psychologique, selon les recherches de Richard Ryan et Edward Deci, les créateurs de la théorie de l'autodétermination, est le produit de 3 choses. L'autonomie, c'est-à-dire le sentiment que vous faites vos propres choix. La compétence, c'est-à-dire le sentiment que vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Et la connexion, c'est-à-dire le sentiment que vous avez des relations significatives avec les autres, et regardez comme c'est intéressant. Tout ce que nous avons discuté aujourd'hui contribue à ces 3 dimensions de la vitalité. Quand vous protégez ce que vous partagez, vous exercez votre autonomie. Quand vous développez votre estime de soi fondatrice, vous renforcez votre sentiment de compétence. Quand vous créez des connexions authentiques basées sur un partage graduel et choisi, vous nourrissez votre besoin de connexion. Vous voyez comment tout s'articule? Ce n'est pas une collection de techniques disparates. C'est un système cohérent qui vise à renforcer votre vitalité psychologique, qui est la source de tout le reste. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'attraction. C'est quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique et qui va peut-être à l'encontre de ce que vous avez appris sur les relations amoureuses. Le paradoxe de l'attraction, c'est ceci. Plus vous avez besoin d'être aimé, moins vous êtes désirable, et plus vous êtes à l'aise avec vous-même, avec votre solitude, avec votre propre compagnie, plus vous êtes désirable. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas injuste, c'est simplement la façon dont fonctionne la psychologie humaine. Nous sommes attirés par les personnes qui semblent complètes, qui semblent avoir une vie intérieure riche, qui semblent ne pas avoir besoin de nous pour être heureuses. Pas parce que nous voulons être inutiles, mais parce que nous voulons être choisis, pas nécessaires. Nous voulons être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Et voici la bonne nouvelle pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour être cette femme. Vous avez une vie, une histoire, une intelligence, une profondeur. Vous avez tout ce qu'il faut pour être complète en vous-même. Et si vous ne vous sentez pas encore complète, ce n'est pas parce que vous manquez de quelque chose, c'est parce que vous n'avez pas encore appris à voir et à valoriser ce que vous avez déjà. C'est le travail d'une vie et c'est un travail qui vaut la peine d'être fait. Parce que quand vous vous sentez complète en vous-même, quand vous n'avez plus besoin de la validation externe pour vous sentir bien, quelque chose de remarquable se produit, les gens autour de vous le sentent. Ils sont attirés par cette énergie, ils veulent être proches de vous, ils veulent vous connaître, ils veulent vous garder dans leur vie. Et c'est à ce moment-là que les vraies relations peuvent commencer. Pas les relations basées sur le choix, et les relations basées sur le choix sont les seules qui durent vraiment. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de plus concret. Je veux vous parler de la façon dont vous vous présentez dans les premières semaines d'une relation ou dans les premières semaines d'une reconstruction avec votre ex-partenaire. Parce que ces premières semaines sont cruciales, s'établissent les patterns, les dynamiques, les attentes qui vont définir la relation pour des années. Dans ces premières semaines, vous avez une opportunité unique. Vous avez l'opportunité de vous présenter non pas comme vous avez peur d'être perçu, mais comme vous voulez être perçu. Et je ne parle pas de manipulation ou de jeu, je parle de choix conscient. Je parle de décider chaque jour de présenter votre meilleur vous, votre vous le plus ancré, le plus sûr, le plus vivant. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à arriver en rendez-vous en ayant pris soin de vous, non pas pour lui plaire, mais parce que vous vous respectez. Ça ressemble à parler de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous rend vivante, plutôt que de ce qui vous fait peur ou de ce qui vous blesse. Ça ressemble à poser des questions sur lui, à être vraiment curieuse de qui il est, plutôt que de remplir tous les silences avec vos propres histoires. Ça ressemble à rentrer chez vous après un rendez-vous en laissant une légère impression d'inachevé et en lui donnant envie d'en savoir plus, plutôt qu'en lui ayant tout dit. Et ça ressemble aussi à ne pas répondre immédiatement à chaque message, à ne pas vous rendre toujours disponible, à avoir une vie si riche et si pleine que vous n'êtes pas toujours là. Pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez vraiment une vie riche et pleine. Et si vous ne l'avez pas encore, construisez-la. Construisez-la pour vous, pas pour lui. Construisez-la parce que vous méritez une vie riche et pleine, et une fois que vous l'aurez construite, vous serez naturellement moins disponible, naturellement plus désirable, naturellement plus vous-même. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'ai gardé pour cette partie de notre conversation, parce que c'est quelque chose de délicat et d'important. Je veux vous parler de la façon dont les traumatismes passés influencent ce que vous partagez et avec qui. Beaucoup de femmes que je rencontre dans ma pratique partagent trop tôt et avec les mauvaises personnes, non pas par naïveté, mais parce qu'elles ont des traumatismes non résolus qui les poussent à chercher la validation et la réassurance de manière compulsive. Elles ont appris, souvent dans l'enfance, que pour être aimées, elles devaient se rendre complètement transparentes, complètement disponibles, complètement sans mystère.
et cette croyance profondément ancrée les amène à surpartager dans les relations adultes dans l'espoir que la transparence totale va enfin leur apporter l'amour inconditionnel qu'elles cherchent depuis toujours. Si vous vous reconnaissez dans cette description, je veux d'abord vous dire que c'est compréhensible, c'est humain et ce n'est pas votre faute, mais je veux aussi vous dire que cette stratégie ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Et elle ne fonctionnera jamais, parce que l'amour inconditionnel ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il vient du moment où vous décidez de vous aimer vous-même inconditionnellement avec toutes vos blessures, toutes vos failles, toutes vos imperfections. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez recevoir l'amour des autres de manière saine. C'est pour ça que je recommande à toutes mes patientes qui ont des traumatismes non résolus de travailler avec un thérapeute. Pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles méritent le soutien d'un professionnel pour faire ce travail profond et important. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas voir un thérapeute en ce moment, il y a d'autres ressources. Les livres de psychologie positive, les pratiques de pleine conscience, les groupes de soutien, les journaux de gratitude et d'autocompassion. Toutes ces choses peuvent vous aider à commencer à construire cette relation aimante avec vous-même qui est la fondation de tout le reste. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur et qui est lié à tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je veux vous parler de la notion d'autocompassion. La compassion envers soi-même est, selon Christine Neff, la chercheuse qui a le plus étudié ce sujet composé de 3 éléments. La gentillesse envers soi-même, c'est-à-dire se traiter avec la même douceur que vous traiteriez une amie chère. La pleine conscience, c'est-à-dire observer ses pensées et ses émotions sans les amplifier ni les nier. Et l'humanité commune, c'est-à-dire reconnaître que la souffrance et les imperfections font partie de l'expérience humaine universelle, pas seulement de la vôtre, et voici le lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Les femmes qui ont un haut niveau d'autocompassion partagent moins par besoin et plus par choix. Elles n'ont pas besoin de chercher la validation externe. Parce qu'elles se valident elles-mêmes, elles peuvent être vulnérables de manière choisie parce qu'elles ne sont pas dans une position de besoin. Et cette différence entre la vulnérabilité choisie et la vulnérabilité compulsive est exactement la différence entre une relation saine et une relation toxique. Alors voici un exercice pratique que je vous propose. Ce soir, avant de vous endormir, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui qui m'a rapproché de quelqu'un et qu'est-ce que j'aurais peut-être mieux fait de garder pour moi? Pas pour vous juger, mais pour apprendre, pour développer votre conscience de ce que vous partagez et pourquoi. Parce que la conscience est le premier pas vers le changement. Et le changement est le premier pas vers la vie que vous méritez. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la présence magnétique. C'est cette qualité que certaines femmes ont qui fait que quand elles entrent dans une pièce, tout le monde le remarque. Pas parce qu'elles sont les plus belles, pas parce qu'elles sont les plus bruyantes, mais parce qu'elles projettent quelque chose d'indéfinissable et quelque chose qui est attiré. Qu'est-ce que c'est, cette présence magnétique? En termes psychologiques, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. C'est l'ancrage, c'est-à-dire cette qualité d'être vraiment présente dans le moment, pas dans vos pensées, pas dans vos peurs, mais ici maintenant dans cette conversation avec cette personne. C'est la curiosité, c'est-à-dire un intérêt sincère pour les autres, pour le monde, pour les idées. Et c'est la légèreté, c'est-à-dire la capacité de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de rire de soi-même, de voir l'humour dans les situations difficiles et regarder comme c'est intéressant. Toutes ces qualités, la congruence, l'ancrage, la curiosité, la légèreté, sont des qualités qui se renforcent quand vous arrêtez de surpartager. Quand vous n'êtes pas en train de gérer l'impression que votre dernier partage a créé, vous pouvez être vraiment présente. Quand vous n'êtes pas en train de vous justifier ou de vous expliquer, vous pouvez être vraiment curieuse de l'autre. Quand vous n'êtes pas dans la peur de ce que l'autre pense de vous, vous pouvez être vraiment légère. Vous voyez comment tout est connecté. Les 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne ne sont pas juste des règles de comportement, ce sont des invitations à être plus pleinement vous-même. Des invitations à libérer de l'espace mental et émotionnel pour les choses qui comptent vraiment. Des invitations à être la femme magnétique, vivante, désirable que vous avez toujours été, mais que vous avez peut-être perdu de vue sous le poids des habitudes, des peurs et des croyances limitantes. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de pratique et de concret. Je veux vous parler de comment appliquer tout ce que nous avons discuté aujourd'hui dans les situations spécifiques de votre vie. Parce que la théorie sans application ne change rien, c'est l'application qui change tout. Situation numéro 1.
Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Comment vous présentez-vous? Voici ce que je vous recommande. Commencez par écouter, vraiment écouter, posez des questions, soyez curieuse, laissez l'autre parler et quand vous parlez de vous, parlez de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous rend vivante, pas de ce qui vous fait souffrir, pas de vos blessures, pas de vos peurs, pas encore. Laissez cette partie pour plus tard quand la confiance sera construite, quand la connexion sera établie, quand le moment sera vraiment venu. Situation numéro 2. Vous êtes en train de reconstruire une relation avec votre ex-partenaire. Comment vous positionnez-vous? Voici ce que je vous recommande. Ne cherchez pas à tout expliquer. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à convaincre. Montrez-lui plutôt qui vous êtes devenu. Montrez-lui la femme qui a grandi à travers la douleur de la séparation, qui a appris des choses sur elle-même, qui est plus ancrée, plus sûre, plus vivante qu'avant. Cette femme est irrésistible. Cette femme n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle mérite d'être aimée. Ça se voit. Situation numéro 3. Vous êtes dans une relation qui traverse une période difficile. Comment gérez-vous les conversations difficiles? Voici ce que je vous recommande. Avant chaque conversation importante, prenez quelques minutes pour vous centrer, respirer profondément. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment obtenir de cette conversation. Pas gagner un argument, pas avoir raison, mais vraiment profondément, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être comprise. Vous voulez que les choses changent, vous voulez vous sentir aimé, partez de là. Commencez la conversation par ce besoin profond exprimé de manière douce et claire plutôt que par les comportements qui vous ont blessé et observez ce qui se passe. Situation numéro 4. Vous êtes avec des amis et la conversation tourne autour des relations, des hommes, des blessures. Comment vous positionnez-vous? Voici ce que je vous recommande. Soyez sélective. Vous pouvez partager votre expérience sans vous noyer dedans. Vous pouvez être présente pour vos amis sans vous oublier vous-même. Et si vous remarquez que certaines conversations vous laissent épuisé, vidé, plus négatif qu'avant, c'est un signal que ces conversations ne vous servent pas. Et vous avez le droit de choisir quelles conversations vous avez et lesquelles vous évitez. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'ai observé dans ma pratique clinique et qui est directement lié à notre sujet d'aujourd'hui. J'ai observé que les femmes qui appliquent les principes que nous avons discutés, qui protègent ce qu'elles partagent, qui développent leur estime de soi fondatrice, qui cultivent leur présence magnétique, ces femmes vivent non seulement de meilleures relations amoureuses, mais aussi une meilleure santé physique. Ce n'est pas surprenant quand on y réfléchit. Le stress chronique, qui est souvent le résultat de relations déséquilibrées et de vulnérabilités mal placées, a des effets documentés sur la santé physique. Il affecte le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le sommeil, le métabolisme. Et à l'inverse, les relations saines et équilibrées où vous vous sentez respecté, désiré, valorisé ont des effets protecteurs sur la santé. Elles réduisent les hormones de stress, renforçant le système immunitaire, améliorant la qualité du sommeil. En d'autres termes, prendre soin de votre vie relationnelle, c'est aussi prendre soin de votre santé physique. Et ça, c'est un argument que j'espère vous convaincra de prendre ces 7 points au sérieux. Pas seulement pour votre vie amoureuse, mais pour votre vie tout entière. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui m'est personnel. Je veux vous parler de ma propre expérience avec la vulnérabilité et le partage. Parce que je ne suis pas seulement psychiatre qui parle de ces choses depuis une tour d'ivoire. Je suis aussi un être humain qui a appris ses leçons à travers ses propres expériences. Il y a des années, dans ma vie personnelle, j'ai traversé une période difficile. Et dans cette période, j'ai fait exactement les erreurs dont je vous parle aujourd'hui. J'ai trop partagé avec les mauvaises personnes au mauvais moment et j'ai vu comment ça changeait les dynamiques, comment ça créait des déséquilibres, comment ça me coûtait en termes de respect et d'attraction. Et c'est cette expérience personnelle, combinée à mon travail clinique, qui m'a amené à développer ces principes. Pas comme des règles abstraites, mais comme des outils vivants, testés, éprouvés. Et je vous les partage aujourd'hui, non pas parce que je pense que vous avez besoin d'être réparé. Vous n'avez pas besoin d'être réparé, vous êtes déjà entière. Mais peut-être que vous avez besoin de vous rappeler à quel point vous êtes entière et peut-être que ces 7 points peuvent vous aider à faire ça. Maintenant, je veux aborder quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment exploré et qui est peut-être la chose la plus importante de toute cette conversation. Je veux vous parler de la relation que vous avez avec vous-même, parce que toutes les autres relations dans votre vie sont un reflet de cette relation fondamentale. La relation que vous avez avec vous-même se manifeste dans 1000 petits détails quotidiens. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous parlez à vous-même, dans vos pensées intérieures. Elle se manifeste dans les choix que vous faites pour vous, dans la nourriture que vous mangez, le sommeil que vous vous accordez, les activités que vous choisissez.
Elle se manifeste dans la façon dont vous vous traitez quand vous faites une erreur, avec dureté ou avec compassion. Et elle se manifeste dans ce que vous partagez avec les autres et ce que vous gardez pour vous. Une femme qui a une relation saine avec elle-même partage de manière choisie et consciente. Elle ne surpartage pas parce qu'elle n'a pas besoin de la validation externe. Elle ne sous-partage pas parce qu'elle n'est pas dans la peur d'être jugée. Elle partage ce qui est approprié, au moment approprié avec la personne appropriée. Et cette capacité à calibrer son partage est le signe d'une relation saine avec soi-même. Alors comment développer cette relation saine avec vous-même? C'est un travail de toute une vie, mais voici quelques points de départ. Premièrement, pratiquer la pleine conscience. Pas la pleine conscience mystique ou ésotérique, mais la pleine conscience laïque, scientifique, celle que j'enseigne dans mes livres et mes groupes. La pleine conscience, c'est simplement l'art d'être présente à ce qui se passe en vous et autour de vous, sans jugement. Et cette présence attentive est la fondation de toute bonne relation, y compris la relation avec vous-même. Deuxièmement, pratiquer l'autocompassion que nous avons évoquée tout à l'heure. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous traiteriez une amie chère. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous flageller, dites-vous « c'est humain, j'apprends, je fais de mon mieux ». Et cette gentillesse envers vous-même va progressivement transformer la relation que vous avez avec vous-même. Troisièmement, investissez dans ce qui vous rend vivante. Pas ce qui vous rend utile aux autres, pas ce qui vous rend acceptable aux yeux des autres, mais ce qui vous rend vivante à vos propres yeux. La passion, la curiosité, la créativité, le mouvement, la nature, la musique, la lecture, peu importe ce que c'est pour vous, trouvez-les et faites-en une priorité. Parce qu'une femme qui est vivante est une femme qui est désirable. Et une femme qui investit dans sa propre vie est une femme qui n'a pas besoin de chercher sa vie dans les yeux d'un autre. Nous approchons maintenant de la fin de cette conversation et je veux vous laisser avec quelque chose de fort, quelque chose que vous emporterez avec vous longtemps après avoir terminé cette vidéo. Je veux vous parler de l'avenir, pas l'avenir lointain, abstrait, hypothétique, l'avenir proche, concret, réel, les prochaines semaines, les prochains mois, parce que c'est là que tout se joue. C'est dans les prochaines semaines que vous allez avoir des conversations importantes avec votre partenaire, avec un nouvel homme dans votre vie, avec vous-même. Et la façon dont vous aurez ces conversations va déterminer la direction de votre vie. Et je veux que vous ayez ces conversations différemment. Je veux que vous les ayez avec la conscience de ce que vous avez appris aujourd'hui, avec la conscience que vous avez le choix de ce que vous partagez, avec la conscience que votre valeur n'a pas besoin d'être expliquée ou justifiée, avec la conscience que votre mystère est votre force, avec la conscience que votre présence est votre pouvoir. Parce que si vous n'appliquez pas ce que vous avez appris aujourd'hui, si vous retournez à vos anciennes habitudes, à vos anciens patterns, à vos anciennes façons de vous présenter, alors rien ne changera. Et pendant que vous restez dans vos anciennes habitudes, le monde continue de tourner. Les hommes continuent de rencontrer des femmes. Votre ex-mari continue de vivre sa vie. Et la femme qui a compris ces principes, qui les applique, qui se présente avec toute sa valeur et tout son mystère. Cette femme aura les relations que vous voulez. Pas parce qu'elle a de la chance. Parce qu'elle a fait le travail. Alors faites le travail. Pas pour lui, pour vous. Parce que vous méritez une vie amoureuse magnifique. Vous méritez d'être désiré, respecté, choisi. Vous méritez un homme qui vous voit vraiment, qui apprécie votre profondeur, qui est fasciné par votre mystère, qui est reconnaissant chaque jour de vous avoir dans sa vie. Et cet homme existe. Mais pour le trouver, ou pour retrouver votre partenaire actuel avec de nouveaux yeux, vous devez d'abord être la femme qui mérite cet homme. Et vous l'êtes déjà. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Je veux vous donner maintenant quelque chose de très concret pour terminer. Je veux vous donner un plan d'action pour les 7 prochains jours. Parce que 7 jours, c'est suffisant pour commencer à changer des habitudes profondes. Pas pour les transformer complètement, mais pour commencer, et les débuts comptent. Jour 1. Prenez un carnet et écrivez les 7 choses que nous avons discutées aujourd'hui. Écrivez-les de votre main dans vos propres mots. Parce que l'acte d'écrire ancre les informations dans votre cerveau d'une manière que la lecture seule ne fait pas. Et à côté de chaque chose, écrivez une situation récente où vous avez fait cette erreur. Pas pour vous juger, mais pour prendre conscience, jour 2. Commencez votre pratique d'estime de soi fondatrice. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, écrivez 3 choses qui témoignent de votre valeur. 3 petites choses, et lisez-les à voix haute. Parce que votre voix, quand elle dit des choses positives sur vous, a un effet sur votre cerveau que la lecture silencieuse n'a pas, jour 3.
Identifiez vos 3 limites non négociables, écrivez-les. Et réfléchissez à la dernière fois où vous les avez violées vous-même, où vous avez toléré quelque chose que vous n'auriez pas dû tolérer. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Et qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui, jour 4? Pratiquez la réponse calibrée. Choisissez une conversation que vous devez avoir prochainement. Une conversation où vous avez tendance à trop partager. Et préparez votre réponse calibrée. Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez garder pour vous? Et comment pouvez-vous être authentique tout en restant dans votre pouvoir, jour 5? Faites quelque chose qui vous rend vivante, quelque chose juste pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, une activité, une sortie, une lecture, une conversation avec une amie qui vous élève. Et remarquez comment vous vous sentez après. Remarquez l'énergie, la légèreté, la vitalité. C'est ça, la femme que vous voulez être, et cette femme est accessible à vous chaque jour, jour 6. Pratiquez l'autocompassion. Trouvez un moment dans votre journée où vous vous êtes chougé durement, où vous avez été sévère avec vous-même, et réécrivez cette histoire avec de la compassion. Qu'est-ce que vous diriez à une amie chère dans la même situation? Dites-les à vous-même. Jour 7, faites le bilan. Qu'est-ce qui a changé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos interactions avec les autres? Comment vous êtes-vous senti différemment? Et qu'est-ce que vous voulez continuer à cultiver dans les semaines à venir? Ce plan d'action est simple, il n'est pas révolutionnaire. Mais la simplicité est souvent ce qui fonctionne le mieux, parce que les changements durables ne viennent pas des grandes révolutions. Ils viennent des petits gestes quotidiens, répétés avec constance et intention. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose que je dis à toutes mes patientes à la fin d'une période de travail ensemble. Je veux vous dire que vous êtes prête à avoir les relations que vous méritez, vous êtes prête à être vue telle que vous êtes vraiment, vous êtes prête à être désirée, respectée, choisie. Pas parce que vous avez tout résolu, pas parce que vous êtes parfaite, pas parce que vous n'avez plus de blessures ou de peur, mais parce que vous avez la conscience maintenant de ce que vous faites et pourquoi. Et la conscience est le début de tout. Et je veux vous laisser avec une dernière pensée, une pensée que je tire de 30 ans de travail clinique, de milliers d'heures passées à écouter des femmes extraordinaires parler de leur vie, de leurs amours, de leurs peines et de leurs joies. La chose la plus attirante chez une femme n'est pas sa beauté, ce n'est pas sa jeunesse, ce n'est pas sa minceur ou la couleur de ses cheveux. La chose la plus attirante chez une femme, c'est sa façon d'être avec elle-même, c'est la façon dont elle se tient, dont elle parle, dont elle rit, dont elle écoute, c'est la façon dont elle semble à l'aise dans sa propre peau, dans sa propre histoire, dans sa propre vie, c'est la façon dont elle semble complète, entière, suffisante en elle-même. Et cette qualité, cette façon d'être avec soi-même n'a pas d'âge, elle grandit avec les années, elle se renforce avec les expériences, elle s'approfondit avec la sagesse. Vous avez 50 ans, ou 55, ou 60, et vous êtes objectivement à l'apogée de cette qualité. Vous avez plus de sagesse, plus de connaissance de vous-même, plus de profondeur que vous n'en avez jamais eu. Et si vous choisissez de cultiver cette sagesse, de la nourrir, de la présenter au monde avec confiance et avec grâce, vous serez la femme la plus désirable que vous ayez jamais été. Je suis Christophe André et je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Cette conversation était un privilège. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie intérieure. Et n'oubliez jamais que vous méritez exactement ce que vous êtes prête à vous donner à vous-même. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec une femme que vous aimez et qui en a besoin. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer ce voyage ensemble. Et laissez-moi un commentaire en bas pour me dire quelle est la chose parmi ces 7 qui vous a le plus touché, le plus surprise, le plus ébranlé. Parce que vos réponses m'aident à comprendre ce dont vous avez besoin et à créer du contenu qui vous sert vraiment. Et la prochaine vidéo sera sur quelque chose que beaucoup de femmes font sans le savoir et qui repousse les hommes de qualité. Quelque chose de subtil, de quotidien et qui peut tout changer une fois qu'on en est consciente. Vous ne voudrez pas la manquer. Alors abonnez-vous, activez la cloche et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, vous le méritez.